Lao Tzu et le monde. Redécouvrir le Tao Te Ching avec Tu Qinggang. 道可道，非常道；名可名，非常名。无名，天地之始；道可道，非常道；名可名，非常名。天地之始，天地之始，万物之母。 Épisode 5. Lao Tzu, le cuisinier. Bonjour professeur Du Qinggang. Bonjour madame. Nous en arrivons aujourd'hui au dernier épisode de cette série, Lao Tzu, le cuisinier. Pourquoi le choix du thème? La nourriture soutient le ciel des Chinois, le bleu céleste par-dessus nos têtes, sans la bonne cuisine. Mener des gingembres, d'échalotes et de sauces de soja. Sur la gastronomie, on relève chez Lao Tzu 3 phrases retentissantes. Dans le chapitre 3, le vieux sage recommande vider son cœur, remplir son ventre. Xu qi xin, shi qi fu. Ce conseil presque initial dénote l'importance majeure du manger dans la gouvernance du pays. Se nourrir semble avoir toujours été un grand défi pour nous les Chinois. Oui, né au bord du fleuve jaune qui déborde régulièrement, la Chine est plutôt pauvre en ressources naturelles. Les premiers Chinois doivent souvent se regrouper pour dompter les inondations. Manger à sa faim devient un problème national de première importance. En 203 avant Jésus-Christ, le célèbre savant Li Yiji conseille ainsi à Liu Bang, futur empereur de la dynastie des Han. Pour monter sur le trône, il faut d'abord nourrir l'armée et la population. Si le peuple ne peut manger à sa faim, le gouverneur n'a aucun mérite. En 1924, lorsqu'on demande à Li Yuanhong, président national, quel est son art de gouverner, il répond tout simplement « Quand il y a de quoi manger, on partage avec tout le monde. » Depuis plus de millénaires, nous luttons sans cesse pour une nourriture suffisante, mais on y parvient difficilement. Un demi-siècle plus tôt, nos compatriotes se saluaient encore par « tu as mangé ?» même quand l'un est sorti des toilettes publiques. Grâce à l'ouverture et à la réforme lancée par Deng Xiaoping, nous pouvons tous manger à notre faim. Et beaucoup se mettent au régime pour garder la ligne. Dans le chapitre 12 du Tao Te Ching, on lit. 五色令人目盲，五音令人耳聋。 Les 5 couleurs aveuglent la vue de l'homme. Les 5 tons assourdissent l'ouïe de l'homme. Les 5 saveurs gâtent le goût de l'homme. La recherche des trésors excite l'homme à commettre le mal. C'est pourquoi le sein s'occupe du ventre et non de l'œil. Il rejette ceci et choisit cela. Pour s'emparer du monde extérieur, les yeux jouent le premier rôle. Par rapport aux autres organes, ils représentent 90% de l'acquisition. En d'autres termes, on embrasse et possède le monde essentiellement par le regard. Et les yeux sont les plus vides. Très souvent, ils n'ont pas de limite. Lorsque nous voyons un objet précieux, le désir murmure aussitôt « je le veux ». Notre mécanisme se met alors en marche pour s'en l'approprier. Cette réaction est à l'origine du progrès humain,
Mais l'homme avide aime souvent aller à l'extrême, aboutissant au contraire d'une bonne intention. Pour les taoïstes, comme pour le bouddhiste, le désir excessif entraîne des douleurs intérieures et des malheurs extérieurs. Lao Tzu cherche le contrôle. Il encourage à contenter les ventes parce que ce récipient a des limites. À force de se gaver, on tombe malade. Et si l'on continue, on risque de crever. Au fond, tout le monde a peur de mourir. Ça c'est vrai. Ainsi faut-il s'occuper du ventre et non de l'œil, parce que c'est le ventre qui est plus raisonnable. Bien sûr. Et dans le chapitre 60, Lao Tzu soutient. Gouverner un grand pays, c'est comme si l'on cuisinait un petit poisson. En chinois, 治大国若烹小鲜. Cette formule comprend deux sens sous-jacents. Premièrement, pour la bonne gouvernance, on doit respecter le principe de stabilité, tout comme lorsque l'on cuit un petit poisson. Si tu le tournes et retournes, sa chair fine finit par se disloquer. Pour le dire plus clairement, on ne doit pas changer de politique et de loi du jour au lendemain. Un bon gouverneur ne doit pas durbuler. Deuxièmement, pour bien cuisiner, il faut équilibrer et proportionner les condiments. Comme disait Balzac dans le Père Goriot, ce qui importe avant tout pour gouverner un pays, c'est la bonne distribution des intérêts et des revenus, que chacun gagne correctement et dûment son argent. Là, vous avez cité une phrase qui est aussi très très connue en Chine, 治大国若烹小鲜, ce qui veut dire gouverner un grand pays, c'est comme si l'on cuisinait un petit poisson. Alors cette phrase qui fait la parallèle entre la cuisine et la politique est parfois mal interprétée. Certains la citent aujourd'hui pour dire que gouverner n'a rien de compliqué. Or, cuire un petit poisson est un art difficile. Il faut avoir de la sagesse pour réussir. En effet, Lao Tzu n'a pas été le premier à réfléchir à la politique dans la cuisine. Préoccupés par le problème majeur du manger, les philosophes et écrivains chinois se prennent très tôt à illustrer leur dents aux voix par la nourriture et la gastronomie. 1000 ans avant Lao Tzu, Yi Yin, le grand cuisinier devenu Premier ministre, aide son maître à renverser la dynastie des Xia. Assiste et soutient ensuite 5 empereurs durant 50 ans. Il les aide à gouverner par l'art de cuisiner. L'ancien cuisinier excelle à faire la soupe et le brodage. Nous lègue des précieuses méthodes et recettes. Bien cuit, longtemps à petit feu, cela renforce le goût avec du vinaigre pas aigre, avec du sucre pas trop sucré. Clair mais pas mince, gras sans être graisseux. Ce art de garder le juste milieu a alimenté la théorie de Confucius. Le grand maître privilégie la nourriture raffinée, à tort la viande. Il se plaint constamment. Ça fait 3 mois que j'ai oublié le goût du beurre. En effet, un disciple vient de nous offrir un jambon salé. Il existe donc une continuité entre le taoïsme et le confucianisme.
Très souvent, les Chinois sont doubles ou partagés. Mandarin sur son poste, il est confucian, cherchant à se cultiver, à administrer la famille, à gouverner le royaume et à soulager la population de la planète. Une fois destitué, comme cela arrive fréquemment, il se range du côté taoïste, privilégiant l'effacement et l'ermitage dont la nourriture et la cuisine constituent un refuge principal. Le poète Ni Pai, négligé par la cour impériale, compte sur l'école. Ses meilleurs poèmes proviennent d'une légère ivresse. Le voilà qui chante. 举杯邀明月，对影 En levant tout seul le verre, j'invite la lune à boire. Par l'ombre, nous devenons trois. Parmi les 1200 pièces poétiques léguées par Du Fu, poète aussi des temps, un quart porte sur la nourriture. Certains sont carrément de recettes. J'en cite une. 青青高怀叶，采夺腹中厨。 Cueillez tout tendre les feuilles, bien lavées et séchées. Faites-les cuire à la vapeur avec viande et grains de riz. La sauce se mélange de sucre et de vinaigre. Attention, pas trop salé. Dans nos manuels scolaires, Du Fu est enseigné comme un poète attentif aux souffrances du peuple. Je ne savais pas qu'il avait consacré autant d'encre à la nourriture. Wang Anshi, écrivain et homme politique des Song, a dit que Du Fu avait parcouru plus de la moitié du pays avec son ventre creux. Bien sûr, c'était une manière de dire, mais pourquoi le poète, qui peinait souvent à joindre les deux bouts, aimait-on écrire sur la nourriture ? Bonne question. On en vient à Su Dongpu, le plus grand écrivain chinois dans mon classement. Il vénère Lao Tzu et le Zen. Accusé par son ami de se moquer de l'empereur dans ses œuvres, le poète mandarin est jeté en prison. Profondément choqué, l'empereur veut le mettre à mort. Mais Wang Anshi, ancien rival du poète, intervient en sa faveur. Dans une époque de grande prospérité, comment peut-on tuer un homme de lettres ? Ça, c'est malin. L'empereur en est flatté et averti. Flatté parce qu'il a créé une grande prospérité. Gloire sans partage. Averti parce que le premier empereur de Song, son grand-père, avait fait ériger dans le palais une stèle sur laquelle est gravé « Il est interdit de tuer les lettrés ». Une fois dégradé et libéré, Dongpo est envoyé comme sous-officier dans le district de Huanggang, à 80 km de Wuhan, où j'enseigne actuellement la littérature française. Avec une petite rémunération, le poète doit nourrir une famille composée de 12 membres. Il se rend au marché à la dernière minute pour acheter les viandes les moins chères. Le poète descend en personne dans la cuisine, lave les porcs menés de l'air, le cuit à grand feu durant 5 minutes, rôtir la viande, la coupe en petits morceaux carrés. Il prend une cocotte pour 1 kilo de viande, met sur le fond 8 tranches de gingembre, 10 échalotes, puis les petits morceaux de viande beau en bas. Ajoute 2 cuillères d'alcool, 3 cuillères de sauce de soja, un peu de poivre, un peu plus de sucre et de l'eau
couvrant la viande. Cuit à grand feu durant 15 minutes. Bu 2 heures à petit feu. Mets du sel et le laisse mijoter une demi-heure. C'est parfait. On passe à table. Ayant bien mangé, le poète satisfait écrit paisiblement des poèmes. À note et glose le Dao de Jing. Ce ravissant ragoût porte le nom de porc dompo, un mets célèbre adoré par les Chinois depuis bientôt 1000 ans. J'avoue que j'ai de l'eau dans la bouche, rien qu'en vous écoutant réciter cette recette. La gastronomie en tant que thème littéraire, on en voit en effet dans le monde entier. Oui, partout on doit manger. Il me rappelle la grillade de bœuf Chateaubriand. En 1822, l'écrivain diplomate est nommé ambassadeur à Londres. Son cuisinier, Montmireille, invente la cuisson de bœuf qui porte son nom. Je livre ici le petit secret de la recette. Le bœuf doit être grillé avec les sarments de vigne, 2 tiers séchés, 1 tiers vert. Dans la sauce béarnaise, il faut ajouter un peu de jus de raisin. Si je rapproche ces 2 écrivains, c'est parce que, comme son collègue chinois, Chateaubriand se comporte plus ou moins comme un daoïste. En 1830, il refuse de prêter serment devant le nouveau roi, se retire des affaires politiques, s'adonne entièrement à la rédaction des mémoires d'outre-tombe. Il s'efface. Le père Lard commande. Par moment, tout le monde peut être daoïste. Par moment, tout le monde peut être taoïste. C'est-à-dire que tout le monde peut s'effacer pour se retirer dans la cuisine, dans la gastronomie, dans le Tao. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, le père Cloutjar, c'est un traducteur français du Dao de Jing. Ce qui est original chez lui, ce sont les 81 commentaires qu'il a fait sur les 81 chapitres du canon daoïste. Je rentre dans ma cuisine. L'amour du goût gastronomique, entretenu par les écrivains chinois entre les mots, est partagé par les hommes de plume français. Dans l'Hexagone, on est notamment mu par l'esprit gaulois qui considère la gaieté et le plaisir de table, et raffiné pour une autre part par l'esprit courtois, de sources locales qui nourrissent et distinguent la culture française. Lorsque le géant prend ta cruelle, crie doux pépé, à boire et à manger. J'entrevois les premières affinités de nos 2 littératures. Par la suite, Rabelais ne cesse d'illuminer des grands repas et de banquets, en privilégiant le verbe avaler, qui symbolise la soif des connaissances durant la Renaissance. Au siècle suivant, le plaisir sur le bout de la langue se poursuit dans les salons littéraires tenus par des dames, dont le plus célèbre est celui de Madame Rambouillet. Celle-ci reçoit des grands maîtres comme Molière, Corneille, La Fontaine. Le manger est fin comme les fines conversations. On y respecte les femmes. On tient un langage de bon usage. Au lieu de miroir, on dit conseiller de grâce. Sinon, on est vulgaire. À peu près à la même époque, Wu Cheng'en, au XVIe siècle, a écrit Le pèlerinage vers l'Ouest.
De premier abord, on est loin du manger. Mais au fond, c'est le contraire. Le roman suit un fil conducteur. Tous les démons et les diables brûlent de manger la chair du moine Tang pour parvenir à la longévité. À défaut de ce désir rapace, le pèlerinage ne tient plus debout. Sur un point, les démons sont doïstes. Ils adorent l'eau, chère aux dents. Et merci pour votre explication, parce que sinon on aurait cru qu'il s'agit d'une histoire cannibale. Mais non, il faut savoir déchiffrer les allégories pour lire le roman. Oui, Lao Tzu a dit, la bonté suprême est comme l'eau, qui est apte à favoriser tous les êtres et ne rivalise avec aucun. Chaque fois qu'un démon ou un diable capture le moine Tang, la première idée qui lui vient à la tête, c'est de le laver à grande eau, puis de le cuire lentement à la vapeur. Ces préoccupations raffinées ralentissent et finalement empêchent la dégustation immédiate, de sorte que le singe pèlerin et deux autres disciples aient le temps et les moyens de sauver leur maître. Au fond, le moine Tang est sauvé par l'eau, symbole de la voie. Alors ça, c'est un raisonnement bien malin, je trouve. Et le singe pèlerin dont vous parlez est bien le célèbre roi singe qui est devenu l'un des symboles de la culture chinoise en Occident. La bonne remarque synthétique. Nous passons ensuite au rêve dans le pavillon rouge, publié pour la première édition en 1791. Le plus grand chef-d'œuvre de la littérature chinoise. Un chapitre sur 12 porte sur le manger, soit directement, soit sous forme de salon littéraire et d'associations poétiques. Une aubergine doit se confectionner avec 29 assaisonnements. La bonne préparation demande au moins 3 mois, puisqu'il faut la cuisiner en avril avec de l'eau de neige fondue de l'année dernière. La neige doit être conservée dans un vase enterré à 3 mètres sous terre. Quelle complication, quelle recette sophistiquée, même super sophistiquée. Oh, c'est le mot. De plus, le roman est parcouru par 2 moines, un taoïste, un bouddhiste. À table, on est plutôt Lao Tzu ou Zhuangzi. Ce dernier, né en 369 avant Jésus-Christ, adepte surtout de la liberté individuelle, est considéré comme deuxième maître du taoïsme. Dans un essai célèbre, il décrit admirablement comment un cuisinier disloque un bœuf par la technique vide blanc. Voici donc l'histoire du cuisinier Ding tirée du Zhuangzi traduit par Jean Lévy. Le cuisinier Ding était en train de dépecer un bœuf pour le prince Wenhui. Il empoignait de la main l'animal, le retenait de l'épaule et, les jambes arc-boutées, l'immobilisait du genou. Le couteau frappait en cadence, comme s'il eût accompagné la grande pantomime rituelle de la forêt des mûriers ou l'hymne solennel de la tête de lynx. « Admirable !» s'exclama le prince en contemplant ce spectacle. « Je n'aurais jamais cru que l'on pût atteindre pareille virtuosité. » Vous savez, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant l'habileté technique que l'être intime des choses. Lorsque j'ai commencé à exercer, j'avais tout le bœuf devant moi. 3 ans plus tard, je ne percevais plus que les éléments essentiels. Désormais, j'en ai une appréhension intuitive et non pas visuelle. Mes sens n'interviennent plus.
L'esprit agit comme il l'entend et suit de lui-même les linéaments du bœuf. Lorsque ma lame tranche et sépare, elle suit les fentes et les interstices qui se présentent, ne touchant ni aux veines, ni aux tendons, ni à l'enveloppe des os, ni bien entendu à l'os lui-même. Les bons cuisiniers doivent changer de couteau chaque année parce qu'ils taillent dans la chair. Le commun des cuisiniers en change tous les mois parce qu'ils charcutent au petit bonheur. Moi, après 19 ans de bons et loyaux services, mon couteau est comme neuf. Je sais déceler les interstices et le fil de ma lame, n'ayant pratiquement pas d'épaisseur, j'y trouve l'espace suffisant pour la faire évoluer. Quand je rencontre une articulation, je repère l'endroit difficile, je le fixe du regard et précautionneusement, je découpe. Sous l'action délicate de ma lame, les parties se séparent avec un bruissement léger comme de la terre qu'on déposerait sur le sol. Mon couteau à la main, je me redresse, je regarde autour de moi, amusé et satisfait. Après avoir nettoyé la lame, je la remets au fourreau. « Merveilleux !» s'écria le prince. « Je viens enfin de saisir l'art de nourrir la vie. » Je propose ici un nouveau regard sur Tao, la voix. Au centre de ce caractère se dresse Shou, c'est chef, qui est composé de 3 bouches. Il s'agit de 3 repas d'une journée. Le mot nous suggère, pour le simple chinois, le Tao, ou bien la voix, consiste à manger à sa faim aux 3 repas. La langue chinoise aussi est hautement structurée par le manger. Dans le vocabulaire élémentaire, au nombre de 2500 caractères, plus de 500 portent la clé de la bouche, soit 1 sur 5. Ce sont autant de bouches à nourrir et à remplir par la littérature. Des bouches à remplir par la littérature, et ce que vous dites me fait penser à une expression chinoise qui est toujours très souvent utilisée aujourd'hui. Il s'agit de 精神食粮, ce qui veut dire littéralement de la nourriture spirituelle. Oui, ça peut être la littérature. Oui. Comme on dit aussi de gide, la nourriture terrestre. Voilà, c'est bien le mot. Ainsi, Pu Songling, auteur de contes étranges du studio Loisirs, écrit un nouveau essai faisant le louange de crêpes. Le fameux poète Yuan Mei compose une grosse recette rassemblant 400 pièces sur une période de 300 ans. Il dit fièrement « Je mange gaiement sous l'arbre, comme Lao Tzu voyageait monté sur son buffle. » Du côté français, Proust épuise sa vie à composer à la recherche du temps perdu, dont le chapitre le plus connu raconte un souvenir lié à la petite Madeleine trempée dans une tasse de thé. Un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de prendre un peu de thé. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petite Madeleine. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée de thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé sans la notion de sa cause. J'avais cessé de me sentir médiocre. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau. D'où vient donc ce plaisir?
l'auteur cherche et fouille. Du coup, au visuel, il retrouve une partie de son enfance passée à Combray. Dans la perspective de la littérature française, Proust a magnifiquement romancé la correspondance établie par Baudelaire dans sa poésie. Aux yeux de Doist, l'écrivain s'attache à célébrer l'éternel retour en suivant le mouvement cosmique. Au chapitre 40, Lao-Tzu observe: le retour, c'est le mouvement du temps. La nuit tourne autour de la terre qui tourne autour du soleil. Reviennent les saisons, alternent la nuit et le soleil, tout comme le passé, présent, enrouage dans la mémoire humaine. Le cœur humain peut dessiner un petit cosmos. Et le chapitre 40, qui ne compte que 2 phrases, mais 2 phrases qui auraient tout dit. Fan zhe dao zhi dong, ruo zhe dao zhi yong. Tian xia wan wu sheng yu you, you sheng yu wu. C'est tout. Et en français? Le retour, c'est le mouvement du temps. La faiblesse, l'usage du temps. Les 10 000 êtres du monde sont nés de néant et le l'avoir est né de non-avoir. Voilà. Mais en tout cas, il y a plusieurs traductions. Je termine par Roland Barthes, qui, comme Lao-Tzu, sait illustrer sa grande voix à travers les petits détails du quotidien. Dans l'usage des baguettes, il découvre avec le 3e œil des sagesses typiquement chinoises. Autre fonction de la double baguette, celle de pincer le fragment de nourriture. Pincer est d'ailleurs un mot trop fort, trop agressif. C'est le mot des petites filles sournoises, des chirurgiens, des couturiers, des caractères susceptibles. Car l'aliment ne subit jamais une pression supérieure à ce qui est juste nécessaire pour le soulever ou le transporter. Il y a dans le geste de la baguette, encore adouci par sa matière, bois ou lac, quelque chose de maternel. La retenue extrême, exactement mesurée que l'on met à déplacer un enfant. Cette pression, ni plus ni moins, explicite l'art confucianiste de garder le juste milieu, alors que la douceur, la maternité et la retenue évoquent le culte de la féminité chère aux taoïstes. En 1985, lors de mon premier séjour à Paris, j'habitais rue Carme, à 200 mètres de la chaussée où Barthes fut renversé 5 ans plus tôt par une camionnette. Il n'en est mort un mois après. Le jour de l'accident, il est revenu d'un dîner offert par Mitterrand. On revient ainsi dans le manger qui a un peu noirci le ciel de Paris par la perte du plus grand sémiologue et critique littéraire français du XXe siècle, avec une locution française. C'est à boire et à manger. C'est à boire et à manger, mais aussi à accepter avec le Dao. Donc nous arrivons aujourd'hui à la fin de cette série de 5 épisodes sur le Dao De Jing, sur la pensée du grand philosophe Lao Tzu. Et pour terminer, peut-être une citation de Lao Tzu qui puisse nous aider, nous tous, à vivre notre époque. Lao Tzu a cultivé un mot très important, c'est harmonie. 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 Donc, il y aura une harmonie entre l'homme et son époque, entre l'homme et sa société, entre lui et les autres, entre lui et la nature, entre la société et son propre moi.
Voilà. Donc, je crois que c'est un bon mot qui doit nous permettre de mieux vivre à l'heure actuelle. Merci.